Votre micro, s'il vous plaît. Très bien. Maintenant que tout le monde m'entend, je vais recommencer. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous pour ce webinaire du Réseau international de journalisme d'investigation intitulé « Enquêter sur les violences sexuelles liées au conflit ». Je suis Juliana Rufus, je vais diriger ce webinaire et c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Alors, je suis journaliste, j'ai travaillé pour Al Jazeera, BBC notamment. J'ai réalisé des films qui portent sur la violence sexuelle liée au conflit, ainsi que sur d'autres sujets liés, notamment en Colombie, au Congo et dans d'autres pays. Je travaille actuellement pour le DART Center. Ce centre a développé des ressources et du matériel sur ce sujet et nous en reparlerons plus tard ensemble. Alors, nous allons parler de conflits, de guerre aujourd'hui. Et nous aimerions souligner que les conséquences de ces violences sexuelles ne sont pas ressenties uniquement par les individus concernés, mais également par leur famille et leur communauté. Et il est important de bien comprendre qu'il s'agit de conséquences destructrices qui peuvent persister pendant des générations. Il est déjà difficile de dénoncer les actes criminels pendant des conflits, quels qu'ils soient, mais documenter et enquêter sur des violences sexuelles est particulièrement difficile et pose des difficultés supplémentaires. Alors aujourd'hui, avec nos intervenants, nous allons discuter des violences sexuelles, comment bien comprendre ces violences sexuelles en conflit. Nous allons également parler des idées fausses les plus répandues concernant ce type de violence. Et nous allons également parler ensemble de la place des journalistes et en particulier des journalistes d'investigation. Alors, les intervenants vont nous présenter des ressources, des conseils afin d'enquêter efficacement, de discuter en toute sécurité avec les victimes survivantes et nous allons également naviguer dans les méandres de la justice. J'aimerais commencer par vous présenter chacun des intervenants et je serai brève. Alors, la première oratrice, Alix Villemain. Est-ce que vous êtes à Bruxelles, Alix? Ah, à La Haye. Donc, elle est conseillère principale en matière de plaidoyer et responsable de programme à la Women's Initiatives for Gender Justice. Elle a 10 ans d'expérience dans le suivi du travail de la Cour pénale internationale, la CPI, pour la coalition de la CPI, ainsi que pour Human Rights Watch et l'Open Society Justice Initiative. Alix Villemain dirige également des campagnes de plaidoyer d'ONG sur la justice de genre et la CPI. Il s'agit donc de notre conseillère juridique aujourd'hui. Deuxième oratrice, Lorraine Wolf, qui se trouve aux États-Unis. Lorraine est une journaliste et photographe primée. Bon, elle a réalisé de nombreuses choses pendant sa carrière. Mais pour résumer, elle contribue à la rédaction de Washington Monthly, elle publie Chills, et elle est également professeure adjointe à l'École supérieure de journalisme de l'Université de New York. Alors, nous avons décidé de vous inviter, Lorraine, car vous avez dirigé un projet appelé Women Under Siege, project.org. Il s'agit d'une initiative de journalisme sur les violences à caractère sexuel dans les conflits. Initiative qui a été lancée par Gloria Steinem dans le Women's Media Center. Donc, vous avez également une formation universitaire. Enfin, troisième orateur, Gavin Rees, qui est conseiller principal en matière de formation et d'innovation au DART Center pour le journalisme et les traumatismes. Il est également l'ancien directeur de DART Center Europe. Gavin est responsable de la mise en œuvre du travail du centre partout en Europe. Il a également travaillé sur la sensibilisation au traumatisme, sur la résilience, sur les techniques d'interview et il donne ses formations aux journalistes et aux étudiants en journalisme depuis de nombreuses années. C'est bien cela, n'est-ce pas? Oui, oui.
Alors, son travail s'est concentré sur de nouvelles approches afin de travailler en toute sécurité avec des images traumatisantes. Il a également développé des ressources liées au harcèlement en ligne, ainsi que sur un travail éthique et efficace auprès des victimes et des survivants de violations des droits humains. Cela inclut notamment le travail forcé, la torture et les violences sexuelles, à savoir le thème de ce webinaire. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous donner quelques informations plus générales, notamment concernant notre réseau, le réseau international du journalisme d'investigation, le GIGN. Il s'agit d'une organisation fantastique. Il s'agit du plus grand réseau international de journalisme d'investigation à but non lucratif. Le réseau regroupe 235 organisations présentes dans 89 pays. Le réseau travaille avec des journalistes dans des organisations à but non lucratif, commerciales, mais également avec des journalistes freelance. Le GIGN, le site du GIGN a énormément de ressources, de conseils, d'articles qui vous permettent d'avoir des informations et des conseils. Et donc, je vous invite fortement à jeter un coup d'œil au site du GIGN. Alors, concernant le webinaire d'aujourd'hui, au cours des prochains mois, le GIGN va organiser plusieurs webinaires sur les enquêtes relatives aux crimes de guerre. Ce webinaire est le premier de cette série. Alors, ce séminaire sera enregistré et il sera publié ultérieurement sur YouTube. Autre rappel, il y a un service d'interprétation en direct de l'anglais vers le français, le russe et l'espagnol. Si vous souhaitez bénéficier de ce service d'interprétation, il vous suffit de cliquer sur le bouton d'interprétation et de sélectionner la langue de votre choix. Et enfin, nous souhaitons connaître votre avis à vous qui regardez ce webinaire. Et donc, nous vous invitons à nous écrire vos questions et messages dans l'onglet Q&R et nous essaierons de répondre à autant de réponses que possible. Vous pouvez commencer à poser vos questions dès maintenant. Et c'est Émilie O'Sullivan, collègue du GIGN, qui va modérer ces questions. Voilà tout ce que je souhaitais vous dire. Et sans plus attendre, je vais donner la parole à Alix. Alix va nous aider à mieux comprendre ce que sont les violences sexuelles liées au conflit. L'idée est que nous ayons un contexte juridique plus clair. Et sans plus attendre, je donne la parole à Alix qui va nous présenter sa diapositive. Oui, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité aujourd'hui de vous parler des enquêtes sur les violences sexuelles liées au conflit. Comme Juliana l'a expliqué, je travaille avec le Women's Initiatives for Gender Justice. Nous sommes une ONG néerlandaise qui vise à atteindre l'égalité homme-femme et à sensibiliser sur ces questions des violences, notamment devant des tribunaux internationaux. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous faire plusieurs remarques. Il s'agit d'un sujet très délicat et je vais donner des exemples graphiques très concrets. Et donc, si c'est trop difficile pour vous à certains moments, n'hésitez pas à vous déconnecter. Je m'excuse auprès des personnes qui ne comprennent pas l'anglais, mais mes diapositives seront uniquement en anglais. Alors, les violences sexuelles liées au conflit, les bases. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous du contexte des conflits, des dynamiques de genre qui entrent en jeu lorsque l'on parle de violences sexuelles liées au conflit. J'aimerais également vous expliquer certains principes de base des violences sexuelles liées au conflit. Je vais également vous parler du sexuel, dans des violences sexuelles, car l'une des idées conçues les plus répandues est que une violence sexuelle est uniquement un viol, mais ce n'est pas le cas. Et donc, pour il est important d'avoir ces connaissances et de bien comprendre le contexte. Et j'aimerais également vous parler des principaux obstacles qui empêchent d'enquêter sur ces violences sexuelles liées au conflit. Je vais également mentionner comment ces violences ne sont pas isolées et qu'elles ne surviennent à côté d'autres formes de violence, en particulier lorsque l'on parle de conflit. Alors, commençons par les bases des violences sexuelles. Lorsqu'il y a un conflit
des crimes de masse, des atrocités, il y aura toujours des violences sexuelles. Il faut également bien comprendre que les violences sexuelles ne se limitent pas au viol et je y reviendrai un peu plus tard. Les violences sexuelles ne sont pas une conséquence accessoire d'une guerre. Souvent, on entend que les viols se produisent ou les violences se produisent parce que les soldats sont frustrés et qu'il faut faire avec. Mais non, ce n'est pas le cas. Autre point, les violences sexuelles dans les conflits sont une façon intentionnelle et délibérée de s'attaquer à une population. Et ces violences sont parfois considérées comme une arme de guerre. Et dernier point, les violences sexuelles sont répandues. Alors, il est bien important de garder cela à l'esprit, car pendant très longtemps, dans n'importe quel contexte, on nous a dit que donc, ces crimes, ces violences sexuelles n'étaient pas reconnus comme des crimes en tant que tels. Ces violences sexuelles n'étaient pas reconnues comme des crimes au niveau national ou international, au même titre, par exemple, que les génocides, les crimes contre l'humanité, etc. Pour qu'ils soient reconnus, il fallait qu'il y ait énormément de signalements, qu'il y ait des cas portés devant des tribunaux. Et cela s'explique notamment par les nombreuses idées préconçues qu'il y a sur la nature de ces violences sexuelles. Et ces fausses idées persistent encore aujourd'hui. Et cela se ressent notamment dans la façon dont ces violences sont traitées par la justice. Donc, voici quelques idées de base. Ce webinaire porte sur les violences sexuelles liées au conflit. Alors, comme vous le savez peut-être, les violences sexuelles sont répandues en période de paix et elles sont exacerbées lors de conflits ou lorsque des atrocités de masse sont commises. Donc, lorsque je parle de violences sexuelles liées au conflit, je ne parle pas uniquement de violences sexuelles qui se produisent par hasard pendant un conflit. Je ne parle pas de violences sexuelles qui se produisent en période de paix, mais je parle bien de violences sexuelles qui se produisent parce qu'il y a un conflit, parce que des atrocités sont commises. Il est essentiel de comprendre cela et de comprendre que c'est le contexte du conflit qui en fait une violation du droit pénal national ou international. Le point suivant dont j'aimerais parler avec vous concerne les dynamiques de genre. Ces violences sexuelles liées au conflit reposent sur des dynamiques préexistantes dans la société, que ce soit du côté de la victime ou de l'agresseur. Lorsqu'on se trouve dans une situation et que l'on mène une analyse de genre, eh bien, on peut comprendre qui est le plus exposé au risque de violences sexuelles et cela permet d'identifier des victimes potentielles. Cela permet également de bien comprendre quels sont les éléments contextuels d'un crime, quelles sont les motivations d'un agresseur. S'agit-il d'un crime intentionnel ou pas? Cela permet également de comprendre pourquoi certaines formes de violences sexuelles sont commises contre des hommes ou des enfants. Et donc, tout cela permet d'avoir un contexte plus global. Alors, de nombreuses recherches réalisées par la société civile, par les Nations unies dans de nombreux pays et qui permettent de comprendre les dynamiques de genre d'une société en question. Et toutes ces données peuvent être trouvées en ligne. Alors, ce cadre est important et il permet de comprendre le point suivant, à savoir qu'entend-on par des violences sexuelles liées au conflit? Alors, comme je l'ai dit, ce n'est pas un sujet simple à comprendre, c'est un sujet délicat et il est important de faire preuve d'honnêteté avec soi-même. On peut avoir certains préjudices, certaines idées préconçues sur la sexualité, sur les violences sexuelles. Et et évidemment, nous avons tous et toutes nos idées préconçues sur le sujet. Si j'explique cela, c'est pour décrire certains principes essentiels qui reposent sur ce que j'ai expliqué précédemment.
Donc, qu'est-ce qu'une violence sexuelle liée à un conflit? Il s'agit d'un acte de violence sexuelle qui est intentionnel, qui n'est pas, consenti et qui est de nature sexuelle. Ces violences sont des violences sexuelles qui se produisent pendant un conflit et qui sont liées à un conflit. Cela peut inclure des actes non physiques et j'y reviendrai plus tard. Alors ces violences peuvent être, commises par ou contre toute personne, indépendamment de son âge, de son sexe ou de son genre. Je viens d'expliquer que ces actes de violence sexuelle étaient de nature sexuelle, mais cela n'explique pas vraiment ce que l'on entend par sexuel et ça, c'est un point essentiel, cette définition de sexuel. Comme je l'ai expliqué au début, violence sexuelle n'est pas synonyme de viol. Malheureusement, il y a énormément d'actes violents qui peuvent être considérés comme des violences sexuelles. Et si on ne les connaît pas, eh bien, on passe à côté d'une partie du problème. Donc, qu'y a-t-il de qu'entend-on par sexuel? Donc, en fonction de qui s'agit-il d'un acte sexuel? En fonction de la victime ou de l'agresseur? Est-ce en fonction de la communauté, de l'un ou l'autre? Pourquoi tout cela est important? Alors, nous avons mené des recherches approfondies sur le sujet et nous avons trouvé des réponses communes et qui sont perçues par des milliers de victimes de violences. Il s'agit d'un dénominateur commun. Alors qu'un acte, soit, heu, commis, il peut être vu par le prisme des communautés, de l'auteur ou de la victime. Un acte peut être considéré comme étant, sexuel dans sa nature, indépendamment qu'il ait engendré ou qu'il ait eu pour but d'engendrer le plaisir sexuel, pour l'auteur. La violence sexuelle n'a pas, à, forcer des violences, physiques, ni même doit engendrer un contact physique, mais je vous donnerai quelques exemples par la suite. Et enfin, les violences sexuelles peuvent être commises à l'encontre d'une personne, à l'encontre d'individus au pluriel, ou encore par le fait de faire une personne s'engager dans l'acte avec l'auteur, avec elle-même ou une tierce partie. Permettez-moi maintenant d'expliquer tout ceci en plus de détails en vous donnant des exemples avec 3 catégories. Des exemples avec des contacts physiques, pas de contact physique, des exemples fondés sur la peur ou l'humiliation. Les violences sexuelles ne comportent pas que le viol, mais commençons par le viol. Un acte impliquant une pénétration vaginale ou anale, par un organe sexuel ou une partie du corps ou un objet. Les violences sexuelles. Et sachez-le, ces listes ne sont pas exhaustives. Les violences sexuelles peuvent être des mutilations génitales ou encore des violences relatives aux menstruations, des tests de virginité ou encore des punitions ou encore, forcer quelqu'un à se déshabiller, ou imposer la nudité. Ensuite, des exemples qui n'impliquent pas de contact physique. Il peut y avoir le harcèlement sexuel. Il peut y a également avoir la menace pour forcer à partager des photos, des vidéos intimes ou encore des enregistrements, de relations sexuelles consensuelles ou forcées. Il peut également y avoir une exposition à la nudité ou encore l'exposition à la violence sexuelle ou encore à, un langage explicite d'un point de vue sexuel. Enfin, il y a des exemples fondés sur la peur ou l'humiliation, notamment la menace imminente de violences sexuelles. C'est quelque chose qui se déroule à moult reprises. Ensuite, le fait d'être forcé à déféquer ou à uriner face à d'autres, être forcé aussi à s'habiller dans un genre qui ne correspond pas à son identité de genre, être forcé
à utiliser des endroits comme des toilettes ou encore être forcés à voir des actes de violence sexuelle. Voir cela, c'est déjà un acte de violence sexuelle. Alors pourquoi c'est important? Eh bien parce que sachant tout cela, vous pouvez faire un rapport sur l'ensemble du conflit, avoir un panorama total, mais aussi un panorama total de toutes les violences sexuelles qui vont au-delà du viol. Cela permet donc de comprendre et de faire du journalisme sur le manque de compréhension lui-même. Le manque de compréhension lui-même, des praticiens, des juges, des juristes, des ONG, des journalistes et bien d'autres. Et cela vous permet donc de mettre en avant ce qu'est, une violence sexuelle dans une zone de conflit et cela permet aussi de mettre en avant dans quelle mesure des survivants de violences sexuelles sont marginalisés, pas écoutés et partant ont très peu d'espoir de trouver de l'aide, de l'assistance, de la justice ou encore un dédommagement. Et j'en arrive à la fin de ma présentation. Permettez-moi maintenant de mentionner ces prochaines choses avec vous, parce que si vous faites des enquêtes sur des violences sexuelles qui résultent de conflits, vous trouverez justement des obstacles. Dans tout conflit ou en zone de paix, la majorité des actes de violence sexuelle demeurent sous le radar, ne sont pas communiqués à la police, ne sont pas documentés de quelque façon que ce soit. Et le fait que les victimes de violences sexuelles en conflit ne le communiquent pas, eh bien, ne le communiquent pas pour plusieurs raisons, notamment parce que, notamment pour des raisons professionnelles. Ensuite, pour, les personnes qui sont dans des territoires qui ont été libérés, il y a beaucoup de questions de méfiance et d'impunité. Il y a l'absence d'institutions, de services ou encore même de systèmes qui permettent d'adresser, ces violences. Il y a également l'absence de volonté de la partie des acteurs du pénal d'entamer des enquêtes pour plusieurs raisons et les points de vue des, auteurs, mais aussi du système, veulent que tout doit être aligné pour qu'il puisse y avoir poursuite. Or, ce n'est pas correct, quand bien même cette idée est grandement répandue. Ensuite, il y a également la peur de vengeance et de stigmatisation. Les gens ont peur, en effet, qu'il y ait un retour de la femme de la part des, communautés. Pour ce qui est de la stigmatisation, comme je vous le disais, et oui, des survivants sont parfois mis au banc de la société et on leur dit: «Mais comment est-ce que vous vous comportiez? Qu'est-ce que vous faisiez?» et cetera et cetera. Et ce notamment parce que les gens ont peur, qu'on ne croit pas en ce qu'ils leur disent. C'est la parole de l'un contre la parole de l'autre ou des autres et les victimes ont peur qu'on ne leur fasse pas confiance et ensuite il y a les victimes qui sont pointées du doigt. Il y a les attentes sociétales qui engendrent tout ce cercle vicieux. Ensuite, le traumatisme, non pas seulement qui découle des violences sexuelles et de l'acte, mais aussi qui découle des bombardements, des villes, des maisons, des refuges, des bunkers. Et puis, il y a un très grand niveau de méfiance à l'égard des autorités, de la police, des professionnels, des services sociaux ou encore des professionnels médicaux. Alors, tout cela sert à vous expliquer qu'il est important de mettre en avant ces défis. Il ne faut pas baisser les bras, mais il faut avoir cela à l'esprit lorsqu'on réfléchit au nombre d'articles, au nombre de cas communiqués. Moi, en tant que militante, venant des ONG, je pense qu'il est important d'avoir ça à l'esprit pour pouvoir identifier, pour pouvoir poursuivre, pour pouvoir sensibiliser le public aux besoins de mieux comprendre la situation et pour donner un accès à la justice aux survivants. Dernier point, les violences sexuelles liées au conflit ne sont jamais isolées d'autres incidents et d'autres méfaits. Ces crimes ne sont jamais silotés, isolés et il y a beaucoup, de sonnettes d'alarme que l'on peut rechercher, notamment les disparitions, les évacuations ou encore les raids à domicile, les recherches, les fouilles. Lorsqu'il y a une prolifération des armes, de petits calibres notamment, on peut se douter qu'il va y avoir des violences sexuelles. Lorsqu'il y a des checkings, dans des camps, lorsqu'il y a, des groupes armés qui sont proches de groupes civils
Idem lorsque des villages sont pénétrés par des groupes de soldats. Idem le pillage. Idem. Tout cela devrait, vous faire prendre conscience du fait qu'il y a ces risques et les victimes viendront rarement directement vous parler de cela. Mais si vous voyez une femme dont la maison a été pillée, eh bien, vous pouvez vous douter que si vous lui posez des questions, eh bien, vous allez découvrir que peut-être, eh bien, certaines choses lui sont arrivées et il sera peut-être plus facile pour elle justement de vous parler de tout cela si vous abordez cette thématique de façon indirecte en demandant quand le pillage a eu lieu, dans quelles conditions, qui était là, et cetera et cetera. Alors, toutes nos recherches peuvent être retrouvées avec bon nombre d'autres indicateurs et d'autres outils, heu, dans une ressource qu'on appelle les principes de la Haye sur les violences sexuelles que vous pouvez retrouver en ligne. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour l'heure et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Alex, très utile. Oui et en effet, toutes les alertes ont été très intéressantes et maintenant on comprend mieux ces violences aussi et toutes, les formes qu'elles recouvrent. Je tenais aussi à vous remercier, hem, car ce sujet est bien complexe et notre réseau travaille, au fait de rassembler différentes ressources et donc, si par la suite vous voulez rechercher, certains outils, eh bien sachez que si vous vous êtes inscrit à cette réunion, et bien vous recevrez par la suite un courriel pointant vers notre boîte à outils et n'hésitez surtout pas à poser vos questions. Voilà. Prochain orateur, Lauren Wolf. Alors, je vous ai brièvement présenté, vous êtes journaliste. Vous avez beaucoup travaillé dans le domaine des violences sexuelles, vous avez beaucoup d'expérience et je sais que vous avez préparé quelques transparents pour nous avec des exemples du Congo et d'Ukraine. Mais avant, je vous ai vu acquiescer du chef lorsque Alix parlait et il y a ce dicton qui revient souvent et qui dit que la différence entre un activiste et un journaliste, est ce qu'elle est et Alix a dit être journaliste. Alors, la question évidente que j'ai pour vous, c'est est-ce que les journalistes doivent devenir des agents de reddition des comptes? Est-ce que c'est notre boulot que de faire du journalisme d'investigation et d'amener à la justice les violences sexuelles? Ou faut-il fournir et décrire des éléments d'information? Oui, merci beaucoup, Juliana. Et bonjour à toutes et à tous. Alors, je tiens à dire que je suis heureuse de voir tellement de personnes venant des quatre coins du monde. Merci d'être réunis ici. Alors, pour ce qui est du dilemme activiste-journaliste, je pense que les gens sont parfois un peu confus. Il y a des gens qui couvrent la politique, d'autres qui couvrent les droits humains, mais comment dire, il n'y a pas de panacée, il n'y a pas de moule unique, vous savez. Et moi, dans mon travail, je travaille sur les crimes de guerre, les violences sexuelles et partant, eh bien, on écrit d'office sur quelque chose d'horrible qui doit changer. Et donc, si on peut mettre ça à la lumière du jour, eh bien, pour moi, cela contribue également au changement. Moi, j'ai été bien appliqué dans mes différents dossiers et j'ai beaucoup suivi justement ces quêtes de justice. Et en fin de compte, j'ai pénétré plusieurs processus, si je puis dire. Excusez-moi un petit instant. Voilà. Alors, je vais partager mes transparents dans un instant. Patientez une seconde. Voyons voir. Partage d'écran. Voilà. Alors, pourquoi ce premier transparent? Tout d'abord, ne pas nuire. Eh bien, ça, c'est mon principe directeur lorsque justement je parle de ces thématiques. Thématiques au pluriel, j'insiste, comme Alix l'a dit aussi. Et moi, je vais vous parler de ceci par le prisme de la RDC, parce que j'ai couvert la RDC pendant 7 ans à peu près. Et ensuite, j'ai couvert la Syrie pendant 3 4 ans également. Alors, ici, vous voyez un cas de la RDC.
quelques informations de fond pour commencer, car malheureusement tout le monde ne connaît pas cela. Alors bien entendu, on peut lire le Guardian, on peut voir comment j'ai fait toutes les choses. Ici, que s'est-il passé? Eh bien, j'ai entendu parler de cette affaire en 2014, si je ne me trompe, lors de mon premier séjour au Congo, et des travailleurs dans l'humanitaire m'avaient parlé d'affaires avec des enfants de 3, 4 ans. C'était horrible et on connaissait très peu tout cela, toutes ces histoires. Donc je suis rentré, chez moi et j'ai suivi ces informations et 6 mois plus tard, rebelote et rebelote. Et donc, ensuite, au final, il y avait 50 fillettes de 18 mois à 11, 12 ans, hem, qui avaient été kidnappées de leur refuge, de leur cabane, des cabanons, parfois sans maison, parfois sans porte, avec, beaucoup d'enfants, beaucoup de personnes sous un seul même toit et donc des fillettes prises, emportées et ensuite abandonnées dans des champs. Personne ne faisait des enquêtes sur tous ces cas. Oui, des ONG suivaient cela, mais le gouvernement congolais, eh bien, lui, faisait la sourde oreille et donc j'ai décidé d'effectuer un suivi. Voilà donc le contexte. Et il s'avère que l'homme qui organisait les viols était un député. Lui et ses hommes avaient une sorte de milice sauvage, hem, qui travaillait avec des ensorceleurs, des sorciers si vous voulez. Et alors, oui, ces sorciers disaient que, grâce à ces jeunes filles, ils pourraient résister aux balles. C'était de la folie, pure et simple. Et étant donné que ce papier a été très complexe parce qu'on parlait d'enfants, que c'était très dangereux dans ce village, eh bien, il était très important pour moi de trouver une façon de parler aux familles et aux jeunes filles sous le radar pour que les autorités ne se rendent pas compte. Et donc, j'ai voulu passer par les groupes locaux pour trouver des survivants sûrs à qui parler. J'ai donc alors travaillé avec des ONG locales. Moi, bien entendu, je savais qui étaient les survivants, mais dans le contexte de la Syrie, vous savez, là, ça pouvait être très dangereux que de se balader dans un camp de réfugiés et donc s'il y a des gens au local, ils peuvent vous aider à rentrer en contact avec des personnes et cela va permettre de limiter les dangers, d'organiser des réunions. On s'assurera aussi du fait que les personnes comprennent bien ce qui se passe, que les personnes souhaitent participer à l'interview. On a toutes et tous entendu parler de ces histoires où, voilà, quelqu'un va dans une zone de réfugiés et quelqu'un crie, «Est-ce que quelqu'un a déjà été violé?» Moi, j'ai entendu ça, en Ukraine, au cours de l'été et je pense que cela s'est produit au Congo ou encore ailleurs en Afrique centrale et bon, ça ne porte pas ses fruits. Ensuite, il faut protéger ses sources numériquement et autrement. Alors ensuite, cela dépend du pays dans lequel on travaille, est-ce qu'il faut s'inquiéter de la protection numérique ou pas? Mais votre mobile, tenez les autorités au point de contact avec qui vous échangez et donc oui, en Jordanie, on peut vous pister et alors vous pouvez amener, telle ou telle personne à tel ou tel endroit. Au Congo, on vous suit physiquement, mais la technologie n'est pas là pour vous pister numériquement. Et ensuite, comme je l'ai écrit, est-ce que vous voulez que quelqu'un, hem, se fasse tuer ou est-ce que vous voulez plutôt, heu raconter l'histoire de façon plus limitée? Je reviendrai là-dessus. Mais quoi qu'il en soit, il faut protéger les gens. Donc laissez les sources vous raconter les histoires, mais ensuite revenez sur les détails pour bien raconter tout cela. Et lorsque je dis ne pas nuire, du principe de ne pas nuire, dans ce type de journalisme, il est très important de laisser, les sources guider le processus d'interview. On ne peut pas les accabler de questions, les presser comme des citrons.
Non, les gens doivent se sentir à l'aise pour parler de ces traumatismes. Et donc, vous avez peut-être besoin de certains éléments d'information. Cela viendra au fil du temps, mais il faut prendre le temps, peut-être quelques interviews, mais quoi qu'il en soit, on ne peut pas faire marche arrière, on ne peut pas appuyer sur l'accélérateur, il faut donner le temps au temps. Lorsqu'ensuite je parle de contexte, du fait qu'il faut du contexte, n'oubliez pas que cela se passe aussi pour d'autres personnes. Les survivants au Congo ne pouvaient pointer du doigt les auteurs, nous avons réussi à le faire par la suite, mais en Syrie ou en Ukraine, s'il y a une femme qui dit qu'elle a été violée dans tel ou tel village, on peut poser des questions du type: que portait l'homme, le soldat? Quels étaient les insignes, les badges ou autres? Et alors cela vous permet également de potentiellement savoir si cela s'est produit ailleurs. Contextualiser pour recontextualiser, pour extrapoler. Ensuite, le contexte politique, très important, c'est très souvent tabou. Le tabou culturel plutôt est très important. Donc, il faut connaître le contexte culturel. C'est vrai, surtout en Syrie, parce que si une femme est violée, alors toute la famille peut se sentir gênée. Idem au Congo. Et donc, on se cache, on peut détruire plutôt toute une communauté en violant les femmes de la communauté. Ensuite, le contexte juridique. Il faut comprendre comment un crime de guerre, un crime contre l'humanité, juridiquement, peut être poursuivi. Parce que votre façon de faire du journalisme permet aussi d'avancer et c'est cela peut être terrible. Alors, quand je parle de suivi, je déteste l'idée que quelqu'un me raconte une histoire effroyable et qu'ensuite j'écrive un article et que cette personne n'entende plus de mes nouvelles. Donc, je veille à ce que mes articles soient traduits en arabe, en français, et je veille à ce que tous les documents soient fournis afin que les personnes concernées puissent lire les articles. Il est important pour moi de rester en contact avec ces personnes car je ne pourrais pas écrire mon article et passer à autre chose, tout simplement, non. Il est également important de suivre s'il y a d'autres histoires. Qu'en est-il de la santé mentale de la personne concernée? Y a-t-il des suivis juridiques? Et c'est notamment le cas au Congo. Cela fait maintenant 10 ans, je pense, 8 ans, 10 ans. Et certaines victimes sont encore victimes de traumatismes très importants. Il est important d'être en contact avec la société civile, avec les enquêteurs. Il est important d'être en contact avec de nombreuses personnes concernées au fil des ans. Parfois, j'apprends que ces personnes ont été menacées, ont dû fuir le pays à cause des menaces dont elles faisaient l'objet. Donc, je pense que nous avons une responsabilité. Donc là, cette photo illustre une cuisine dans ce village très pauvre du Congo et c'est là que les filles ont été violées. Alors, parlons maintenant des choses à ne pas faire. Alors, je vais vous expliquer qu'il ne fallait pas brusquer les victimes. Lorsque j'enquêtais en Syrie, à la frontière avec la Turquie, une fille de 14 ans était hospitalisée et cette petite fille avait été torturée et violée. Alors, au début, j'avais l'intention de lui parler et l'ONG m'a expliqué: «Oui, elle va vous parler». Mais lorsque je suis arrivée sur place, au moment où l'interview devait se tenir, un journaliste international très connu est intervenu et l'a interviewée et c'était terrible. Cette petite fille a à nouveau subi un traumatisme à cause de cette interview. Alors, je ne vais pas vous expliquer, je n'étais pas présente dans la salle, mais on m'a expliqué qu'elle avait été brusquée et que, le journaliste en question a insisté en lui posant des questions très précises et ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Il faut bien être conscient, du contexte culturel. Il faut
être consciente des traumatismes existants, comment interviewer la personne concernée, comment veiller à ne pas réveiller un traumatisme. Et cela concerne notamment certains photographes et vidéastes que j'ai déjà vus. Parfois, ces photographes et vidéastes sont très présents, trop présents. Et au fil des ans, j'ai pu voir certaines photos de victimes, de survivants. Et il est très important d'obtenir le consentement des personnes concernées, car ces photos sont prises, ces vidéos sont enregistrées. Et parfois, les personnes qui sont reprises sur ces fichiers ne sont pas conscientes de ce qu'il se passe. Donc, parfois, il est important de ne pas montrer les visages. Alors, par le passé, j'ai travaillé avec des personnes travaillant dans des camps de réfugiés, notamment en Jordanie, et qui expliquaient qu'il ne fallait pas s'inquiéter car les photos ne seraient diffusées qu'aux États-Unis ou en Europe occidentale. Et donc on disait oui, ce sera simplement dans la presse écrite, en Occident, mais avec Internet, on sait qu'une fois que quelque chose est publié en ligne, eh bien, tout le monde peut y accéder. Ça ne disparaît plus. Donc, il faut bien être conscient de cela. Et les petites filles du Congo n'avaient jamais vu un ordinateur de leur vie. Et donc, elles ne comprenaient pas tout ce qu'il y avait autour, toutes les conséquences. Et donc, il est important de bien expliquer tout cela. Il ne faut pas partir du principe que nos interlocuteurs savent de quoi il s'agit. C'est à nous de les aider à comprendre comment fonctionnent les médias. Alors, autre histoire concernant une femme qui était présente dans un hôpital en Jordanie. Elle avait survécu à de nombreux viols, à de nombreux actes de torture. Elle faisait partie de l'armée libre de Syrie. Son cou avait été cassé avec des armes et elle était paralysée. Donc, elle était hospitalisée, mais elle souhaitait à tout prix parler de son viol. Je l'ai donc interviewée, elle m'a envoyé des photos d'elle, elle m'a expliqué utiliser mon nom en entier et montrer mon visage. Et personne n'avait fait cela en Syrie par le passé. Je pense qu'aujourd'hui, personne d'autre ne l'a fait. Mais là, je me suis demandé, est-ce qu'elle comprend bien toutes les implications? Je lui ai expliqué et je souhaitais montrer son visage et donner son nom, car c'est ce qu'elle souhaitait, c'était important. Mais je ne voulais pas qu'elle soit blessée de quelque manière que ce soit. Et j'en ai parlé avec des membres des ONG et, et je leur ai demandé si elle avait de la famille en Syrie et ils m'ont expliqué que oui, elle avait des enfants. Et on m'a dit, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas montrer son visage, donner son nom. Mais un autre journaliste qui a travaillé en Bosnie et qui a parlé de ces viols, de ces camps où des viols étaient menés, il m'a dit, tu dois le faire, c'est ainsi que les gens prennent conscience du problème. Et voilà, là, vous pouvez voir la photo d'Alma, c'est elle. Et malheureusement, elle est morte un an après cette photo. Et je n'ai pas utilisé son nom de famille, simplement son prénom. Donc, l'idée est pour avoir un peu plus de contexte, lorsque j'ai parlé avec son médecin, son psychiatre, elle a expliqué qu'elle avait beaucoup de morphine et elle était très mal dans sa peau. Et finalement, elle a fini par arrêter de manger. Et donc, je pense que c'est une décision qu'elle n'a pas pu prendre dans un état normal, car elle était très médicamentée. Et donc, il faut toujours être très prudent lorsqu'on se trouve dans un tel cas. Alors, j'aimerais revenir sur les preuves. Par exemple, dans le cas d'Alma, elle avait des cicatrices, notamment autour de son appareil génital, et qui montraient qu'il y avait eu un traumatisme. Et comme Alix l'a dit, bon, je vous ai pas dit, il faut toujours croire la victime ou le survivant. Mais je pense que lorsque l'on entend le récit d'un homme qui a été torturé en Ukraine, est-ce qu'on se dit, est-ce que ça s'est vraiment produit?
Non, je ne pense pas que ça s'est produit. Et quand on parle de viol, parfois, ça c'est ce qu'on entend. Et donc, il faut partir du principe que le viol s'est bien produit et il faut tout faire pour corroborer ce fait. C'est un crime que l'on observe dans tous les conflits, comme Alex l'a dit. C'est une réalité. Donc, ce qui concerne les preuves, la fille dont j'ai parlé, qui était hospitalisée à la frontière turque avec la Syrie, elle avait des cicatrices de brûlures de cigarettes, d'autres cicatrices. Et j'ai parlé avec les médecins, les psychiatres. J'ai essayé de comprendre ce qu'il s'était passé dans cette zone à cette période bien précise. Des soldats avaient envahi le village de cette fille lorsqu'elle a été violée. S'agit-il d'un modèle qui se répète? Et au fil des ans, j'ai appris que si l'on parvient à identifier certains mots, certains éléments qui sont dits par les soldats pendant le viol, et c'est d'ailleurs ce que l'on observe en Ukraine, ce que l'on a observé en Syrie, au Zimbabwe, avec ce genre de violence sexuelle, eh bien, là, on peut commencer à identifier s'il s'agit qui a été ordonné par les hauts rangs de l'armée, ou si c'est simplement un cas isolé, un soldat qui souhaite profiter de la situation. Mais parfois, comme je l'ai dit, c'est un ordre qui est donné. Par exemple, en Syrie, lorsque j'ai enquêté sur les viols, j'ai entendu des témoignages disant, si tu veux ta liberté, je vais te la donner. Et c'est notamment ce qu'il y a eu avec les soldats d'Assad en Syrie, mais également en Ukraine actuellement. Les femmes sont traitées de nazis, de fascistes, de prostituées. Plusieurs phrases sont répétées et cela est le fruit de la campagne de propagande menée par Poutine depuis des années. Donc, c'est à nous d'identifier s'il s'agit d'un ordre, s'il s'agit d'un modèle qui se répète ou pas. Et le dernier point, des choses à ne pas faire, concerne, et le suivant, ne tombez pas dans le sensationnalisme. Et cela commence par l'interview elle-même. Les personnes vous parleront parce qu'elles veulent vous faire plaisir, mais cela ne signifie pas que vous devez insister, car comme je l'ai dit, cette fille de 14 ans, elle s'est effondrée lorsqu'on la journaliste a insisté. Et on ne peut pas entrer dans les détails, on ne peut pas en demander trop sur l'attaque, l'agression elle-même. C'est à nous de bien comprendre quelles sont les limites. Il n'est pas nécessaire de connaître tous les détails de ces atrocités, mais plutôt d'essayer de comprendre ce que le soldat a dit, de comprendre quel est le contexte dans lequel l'agression, la violence s'est produite. C'est ce genre d'informations qu'il faut recueillir. Et j'aimerais terminer par cette photo de cette petite fille à côté d'un tank russe en Ukraine, près de la ville de Boutcha. Alors, je suis la situation actuellement et j'entends de plus en plus de témoignages, malheureusement, comme c'est le cas pour toutes les guerres et pour pour les Russes, car ils l'ont déjà fait en Syrie par le passé. Il y a souvent des viols. Voilà ce que je souhaitais vous dire. Merci beaucoup. Merci. Merci. C'était très intéressant et c'était surtout d'avoir des cas très concrets, d'avoir des conseils et de pouvoir s'en inspirer. Bon, j'ai également des questions à poser, mais on y reviendra après. Je vous propose maintenant de passer à Gavin afin que nous puissions respecter notre horaire et ensuite nous viendrons aux questions-réponses. Alors, Lorraine vient d'aborder les choses à faire, ne pas faire, pour ne pas nuire aux victimes, mais également de la responsabilité qui nous incombe lorsque l'article a été publié et que l'on reste en contact avec les personnes qui ont été interviewées. Alors, cela peut être assez lourd pour les journalistes et je pense que Gavin va nous parler de ces deux éléments plus en détail en nous présentant plusieurs diapositives qui s'inspirent de ressources du Dart Center et notamment avec l'Office étranger britannique. Alors, Gavin, je te propose de
présenter ta partie. Ensuite, nous passerons aux questions-réponses. Est-ce que vous pouvez voir ma présentation? Voilà, tout fonctionne parfait. Bon, cela a déjà été expliqué. Il y a de nombreuses choses auxquelles nous devons penser dans de tels scénarios, et notamment Alix a parlé de la préparation et du fait qu'il faut bien comprendre le contexte, comprendre les différents niveaux de violence sexuelle qui existent. Et cela permet également de raconter les récits des personnes. Et il faut bien comprendre qu'il y a certains sujets qui sont plus faciles à aborder que d'autres et qui pourra peut-être plus facilement de certains sujets. Donc, il y a plusieurs éléments à bien prendre en considération. Alors, j'aimerais vous présenter cette ressource. Elle comprend de nombreuses choses qui ont déjà été abordées par Alix et Lorraine, et notamment des éléments concrets abordés par Lorraine. Et cela est rassemblé dans une checklist. Je sais que les journalistes d'investigation aiment les checklists, et cette ressource est disponible dans plusieurs langues. C'est très utile car cela est lié à une autre question qui n'a pas été abordée, à savoir les différents contextes culturels dans lesquels les journalistes travaillent, avec des obstacles linguistiques. Et donc, c'est là, ce document est une ressource qui peut être partagée avec tous les intervenants, et il est donc traduit dans plusieurs langues, en ukrainien par exemple, en arabe, en français, en espagnol, en russe, pour n'en citer que quelques-unes. Donc, il s'agit de plusieurs checklists afin de savoir si on est bien préparé à travailler sur ce genre de projet. Lorraine a mentionné l'importance de veiller à ce qu'il y ait une évaluation des risques afin de bien protéger les sources. Il faut veiller à ce que votre téléphone ne puisse pas être retracé. Et donc, il faut bien vérifier ne pas pouvoir être retracé facilement sur le numérique. Euh, Donc, vous pouvez également utiliser des initiales, mais ce sont des éléments auxquels il faut penser avant de commencer à travailler sur le projet. Autre élément, les choix visuels. Donc, il faut parfois obtenir des photos avant de se rendre dans une zone de conflit. Il ne faut pas arriver à la dernière seconde, faire plein de photos. Et ces photos peuvent ensuite permettre d'identifier très rapidement un village ou une maison. Il arrive très souvent qu'on voit des photos de femmes dont le visage est couvert, mais qui portent des vêtements qui peuvent très facilement être reconnus par les membres de la communauté. Donc, la phase de préparation peut inclure d'acheter des vêtements qui sont les plus très banals et demander à la personne qui va être photographiée de porter ces vêtements pour qu'elle ne puisse pas être identifiée. Alors, il est également important de penser au contexte de la photographie. Il faut veiller à ce que la réalité soit bien présente sur la photo. Tout en veillant à ce que les personnes soient conscientes de ce qui se passe. Bon, de nombreuses choses dont je souhaitais vous parler ont déjà été abordées. Alors, Lorraine a mentionné cela. Ai-je suffisamment de temps pour mener l'interview correctement et pour que la personne interviewée se sente en sécurité? Est-ce que je peux revenir plusieurs fois? S'agit-il d'un long processus qui permet d'établir une relation de confiance? Il est important également d'étudier la situation politique. De nombreuses erreurs journalistiques se produisent, notamment dans le cas des femmes yézidis qui ont été obligées de se prostituer. Et un article a été rédigé, notamment avec l'État islamique.
Et l'un des principaux problèmes était lié au consentement. Certaines femmes ont accepté de parler aux journalistes et ces journalistes se sont dit: «Quel courage, ils acceptent de nous parler de leur expérience, ils ont fait les interviews» et ce n'est que plus tard qu'ils ont découvert que les personnes plus âgées de la communauté avaient obligé ces femmes à parler en sachant que la honte liée à cela empêcherait ces femmes de se marier par le passé. Donc ces femmes n'ont eu d'autre choix que de quitter leur communauté. Et l'idée à travers ce témoignage était d'attirer l'attention, sur leur village. Alors j'aimerais vous parler des traumatismes. Alors c'est un domaine très complexe, je ne vais pas entrer dans les détails. Et j'aimerais partager avec vous certaines idées simples. Alors, lorsque l'on est exposé à un traumatisme lié à une agression sexuelle ou à d'autres formes de violence, notre corps, qui est très intelligent, passe en mode urgence et il fait des choses extraordinaires. Il peut être hypersensible à tout ce qu'il se passe autour. On absorbe énormément de détails, d'informations. Le corps, et c'est notamment ce qu'il se passe souvent dans le cas de violences sexuelles, le corps peut décider de se dissocier, le corps se relâche. Si le corps réagit de la sorte, c'est parce que c'est une manière efficace de se protéger contre des blessures plus graves. Le problème, c'est que l'on ne comprend pas nos réactions lorsqu'elles se produisent et donc il peut être très difficile de comprendre tout ce qu'il se passe. Alors, la mémoire fonctionne également différemment. Lorsque l'on est attaqué, on ne pense pas: «Qu'est-ce que je vais dire aux journalistes d'ici 2 ou 3 semaines? Je dois me souvenir de ça de manière chronologique». On reçoit des signaux différents et on pourrait mélanger tous les détails. Et alors, on n'est peut-être pas tout à fait juste d'un point de vue chronologique ou linéaire et puis on peut aussi décider involontairement de supprimer des informations et alors il peut être très difficile de retrouver ces informations. Et imaginez quelqu'un qui a subi une attaque. Que doit faire le survivant? Ou plutôt victime parce que bon, ça dépend. Les gens parfois préfèrent l'un ou l'autre libellé. Là déjà, il faut faire très attention à cela. Il faut demander aux gens comment ils préfèrent être qualifiés. Parfois, il est difficile pour les gens de comprendre ce qui leur est arrivé. Ils ne peuvent pas en tirer de sens. Et très souvent, c'est grâce à des centres de soutien ou encore grâce à la communauté, grâce à un soutien in fine, que les gens peuvent se redresser. Et ici, la question de l'anonymat est cruciale et la plupart des journalistes doivent partir du principe que les victimes survivants de victimes sexuelles en zone de conflit doivent demeurer anonymes. Mais en aval, vous pouvez croiser des gens dans des groupes de survivants qui travaillent ensemble et qui là sont plus dans le plaidoyer. Mais là, par exemple, si on prend l'Ukraine, ce qui se passe maintenant, eh bien, il faut partir du principe qu'on doit toujours, protéger l'anonymat, que c'est dans l'intérêt de ces individus. Alors, les mémoires, le la mémoire, ce n'est pas un enregistrement et donc parfois, il peut être injuste de ne se concentrer que sur une source, une mémoire, parce que la mémoire n'est pas parfaite et ce n'est pas que les gens veulent vous mentir, vous tromper, c'est juste que les gens sont bouleversés et peuvent simplement pas toujours complètement recomposer le puzzle. Ensuite, la conscience, c'est très important. Des mois ou des années après un incident, le simple fait de parler de l'incident traumatisant peut engendrer des réactions similaires à celles du lendemain de l'incident. La personne peut se sentir mal à l'aise, en insécurité, nerveuse, peut même se sentir, troublée, il peut y avoir aussi un certain trouble de l'identité. Alors, ce que cela veut dire, eh bien, c'est que c'est tout à fait naturel.
Et ce qui est traumatisant pour les gens, c'est, des interviews, pousser, rompre la promesse, ne pas respecter l'anonymat, ne pas respecter sa parole, dire des choses qui accroissent le sentiment de gêne et cetera. Mais comment dire? Il faut faire la part des choses. Alors, maintenant ce point, je pense qu'on va devoir, l'approfondir, le consentement significatif. Est-ce que les gens peuvent comprendre qu'ils vont apparaître dans les médias sociaux de différentes façons? C'est une question importante. Ensuite, mmh, n'oubliez pas que pendant l'interview, il faut savoir ce que l'on peut faire pour, collecter les éléments et il faut créer, disons, un conteneur sûr. Il faut des règles de base, vérifier ce dont les gens veulent parler, ne veulent pas parler, parce que parfois, certaines choses vont trop loin pour telle ou telle session. Ensuite, il faut des questions classiques, ouvertes. Que pouvez-vous me dire sur telle ou telle chose? Cela donne la possibilité à quelqu'un de parler librement de l'une ou l'autre chose, une autre chose sur laquelle elle se sent à l'aise. Si vous, entendez quelqu'un qui parle avec, quelqu'un de traumatisé, qui est doué, eh bien, vous allez voir que dans la conversation, très souvent, il y a, des questions qui demandent, le consentement de l'individu. «Est-ce que cela vous dérange si? Est-ce que je peux vous parler de?» Et ensuite, il y a la règle également des 3 tiers qui est très importante. Donc il faut remonter dans le passé et pas toujours parler de ce qui vient de se passer. Et enfin, il faut aussi parler du temps de l'avant-conflit, de quand ça allait, comment la personne allait avant le conflit, avant l'événement traumatisant. Ensuite, il faut parler de l'événement qui a engendré les attaques, mmh, ou les violences que vous investiguez. Il faut donner de l'espace pour que la personne puisse parler. Et le troisième tiers, c'est revenir au présent, ce que les personnes font, leurs projets, leur chez eux, chez elles. Il ne faut pas quitter le domicile de cette personne en laissant cette personne, plonger dans ce passé et ces événements des plus traumatisants. Ensuite, il faut faire très attention aux questions interrogatives, surtout les pourquoi. Alors, pourquoi est-ce que vous étiez seul? Pourquoi ci? Pourquoi ça? C'est en règle générale des mauvaises questions. Il ne faut pas demander aux gens comment ils se sentent. Le sentiment, on le ressent déjà en parlant. Si vous demandez comment les gens se sentent, cela ne risque d'exacerber ces sentiments négatifs et de nuire à l'échange. Alors, je sais que le temps file, mais vous pouvez aussi retrouver des gens, qui se sentent très mal et qui ont aussi certains préjugés et donc il faut accepter, accueillir ce qui apparaît et ne surtout pas entamer de dialogue politique. Cela risque d'être contre-productif. Alors, ne poussez pas trop loin. Si vous avez des points d'interrogation par rapport à certains événements, vous pouvez toujours poser la question à quelqu'un d'autre et alors, vous pouvez aussi répéter ce qui a été dit, «Vous avez dit mardi? Mardi? Ah non, non, c'était pas mardi, c'était jeudi». C'est une façon douce, disons, de vérifier des faits et de voir, si quelque chose est correct ou incorrect et bien entendu, tout cela est plus facile si vous avez fait vos devoirs en amont et comment dire? Heu il est important aussi de préparer le terrain et de dire à la personne que vous allez interviewer que voilà, parfois vous allez répéter certains éléments ou poser certaines questions, que c'est tout à fait normal dans le processus. Alors, la précision est importante et ici, les choses sont très complexes.
Mais lorsqu'on parle de violences sexuelles et de ce journalisme d'investigation, on sait que, oui, ces violences impactent lourdement la vie des personnes, mais le langage utilisé est très important et partant, il faut faire très attention aux mots qu'on utilise car ils peuvent, influencer d'une façon ou d'une autre le processus post, heu, post-traumatique. Mmh et si on est face à quelqu'un qui a vécu des expériences terribles, des expériences liées à ce sentiment de honte, alors il y a fort à parier que nous, en tant que journalistes, eh bien, oui, on ressente la même chose et si on essaye de refouler cela, sans reconnaître ces sentiments et leur impact, eh bien, cela risque d'aggraver la situation. On risque de se retrouver dans des endroits où inconsciemment, on ne veut plus vraiment écouter les gens et alors on risque de devenir plus dur et de moins accepter. Ensuite, on risque aussi de vouloir offrir un certain type de soutien, faire du suivi et cetera. Mais si en tant que journaliste, on se retrouve, à être un pseudo-thérapeute et qu'on pense qu'on peut aider telle ou telle personne qui souffre, alors, heu, holà, holà, car vous n'avez peut-être pas les compétences nécessaires et qui plus est, vous risquez de développer une relation de dépendance, de confiance et alors, heu, il peut y avoir un sentiment à un certain moment également de tromperie qui serait bien plus aigu pour cet individu que vous soutenez et donc, il faudra peut-être, creuser toutes ces questions pour un autre séminaire, mais voilà. Voilà tout ce que nous devons garder à l'esprit. L'efficacité, c'est atteindre des objectifs, en temps et en heure et cetera, mais c'est aussi éviter de prendre trop de travail et de ne pas, être, trop stakhanoviste. Ensuite, il faut faire attention au corps, il faut apprendre à se détendre, pas être trop tendu. Dans le cas contraire, c'est peut-être qu'on n'arrive pas à digérer, toutes ces informations que l'on absorbe. Plus on se porte bien physiquement, mieux on se porte mentalement pour redresser le curseur. Ensuite, les liens. Les liens sont très importants. Comme on l'a dit, les victimes de violences sexuelles ont tendance à s'isoler, heu et le fait est qu'il est important d'alimenter des relations bonnes avec des amis, un cercle social, des réseaux, pour accroître la résilience des individus et ensuite, enfin, le signifier. Si vous êtes confronté à des dilemmes éthiques, n'hésitez pas à en parler avec vos collègues, essayez de préparer des plans pour aller de l'avant et pour que votre travail fasse sens. Enfin, vous pouvez remplacer ces mots par les vôtres, mais prendre soin de soi-même, cela vous rend meilleur au travail aussi, c'est essentiel. C'est, prendre soin de soi, c'est également participer à la bataille politique et donc c'est également faire du journalisme d'investigation. Voilà et tout dernier transparent, alors vous n'aimez pas quand ça vous arrive à votre téléphone portable, alors ne laissez pas ça vous arriver à vous-même et merci beaucoup. Merci beaucoup Gavin. Il y avait ici des points de vue des plus complémentaires, très intéressants et nous avons maintenant encore 10 minutes, il me semble, pour échanger. Et donc, je ne vais pas accaparer le micro. Émilie, je vais vous donner la parole. Émilie, est-ce que vous souhaitez gérer les questions qui sont venues à nous? Oui, et merci pour ces présentations. Vous avez fait un travail remarquable. Il a été bon de vous entendre. Alors, nous avons beaucoup de questions et très peu de temps.
La première question est pour Lorraine. Est-ce que dans l'activisme féministe, est-ce que on essaye d'utiliser le terme sexualisé plutôt que sexuel? Et puis entre y a-t-il des échanges entre, le monde universitaire, les journalistes et les militants pour mieux couvrir ces crimes? Alors vous m'avez peut-être entendu dire sexualisé. Eh bien, c'est, quelque chose que j'ai entendu lors du projet Women Under Siege et et c'est une dame qui avait expliqué que c'était une forme de violence et que pour mettre l'accent sur les violences, il fallait les décrire comme étant sexualisées parce que ce n'est pas du sexe et donc oui, je pense que cette, confrère voulait être plus claire. Moi, dans le Guardian et ailleurs, j'ai utilisé cela et je ne sais pas s'il y a débat, mais quoi qu'il en soit, oui, je pense que c'est plutôt utilisé de façon interchangeable à l'heure actuelle. D'accord, merci beaucoup. Alors pour Alex, une question un peu plus vaste. Cela dépend bien entendu de votre pays, mais y a-t-il des statistiques sur les différentes, formes de violences sexuelles? Et y a-t-il des agences, là-dessus? Très bonne question, merci beaucoup de l'avoir posée. Alors la réponse courte est non, il n'y en a pas, parce que d'autres formes de violences sexuelles ou de violences sexualisées si vous préférez, au-delà du viol, ce sont des violences, qui sont très mal comprises et également trop peu communiquées. Donc si vous recherchez des statistiques, là-dessus, tout cela est très disparate, n'est pas centralisé et jamais vous aurez un panorama complet, malheureusement. Et donc il est important de travailler là-dessus, d'avoir ces données de façon centralisée. Alors, Émilie, puisque j'ai la parole et puisque je sais que le temps court, il y a juste une toute petite chose que je voudrais partager avec vous. Mon collègue, 6 minutes plus avant cette conférence, était au Montana, regardait la CNN, lorsque ceci est apparu sur son tapis de course et je trouve que ça tombait à point nommé. Donc là, vous voyez que c'est CNN, désolé pour la vidéo, donc exclusive de la CNN. CNN voyage avec des enquêteurs et va de porte à porte en Ukraine pour chercher à parler avec des survivants de violences sexuelles. Alors pourquoi est-ce que je voulais partager cela avec vous? Eh bien, parce que je ne veux pas, hem, mmh jeter le bébé avec l'eau du bain, mais moi je me demande si vraiment tout le travail, dont on a parlé ici est fait par CNN et donc tout cela pour dire que cette question est importante pour les journalistes, les collègues des ONG aussi sur le terrain et aussi tous les autres. Voilà, désolé, d'avoir piraté cette session, mais c'est important pour moi. Merci beaucoup. Alors, il nous reste plus beaucoup de temps pour des questions et donc toute dernière question pour Gavin. Quelqu'un a posé une question dans le chat. Lorsque vous faites des enquêtes sur la violence sexuelle, mmh, comment gérez-vous tout cela en tant que journaliste? Comment gérez-vous ces crimes? Comment gérez-vous cela? Voilà. Eh bien, d'accord. Alors, il faut bien entendu le contexte et pour avoir le contexte, il faut parler avec le plus de parties prenantes possible. Mais ensuite, est-ce que vous voulez parler, des individus? Comment dire? Cela dépend du processus de votre travail. Est-ce qu'il y a une plainte de la part d'une personne? Est-ce qu'elle sait que vous parlez à la police? Comment ça se passe? Apparemment, à l'heure actuelle, en Ukraine, le fait est qu'il y a beaucoup de journalistes qui travaillent en vue de rassembler des éléments d'information. Pas que pour les rapports, mais aussi pour les poursuites à l'avenir et ça, c'est quelque chose de sans précédent, disons-le, du moins dans l'envergure et cela soulève plusieurs questions par rapport au fait que l'on stocke les informations, qu'on les communique de façon sûre et qu'on ne casse rien donc dans les mécanismes de communication d'informations. Donc oui, le travail en aval est essentiel et je ne peux pas vous donner une réponse toute faite, mais quoi qu'il en soit, il faut faire ses devoirs, heu et
Ça, surtout lorsqu'on veut faire du journalisme d'investigation et le réseau a déjà développé plusieurs, outils pour démêler certaines situations. Mais ensuite, un autre point très important, il faut gérer les attentes parce que bien souvent les gens veulent des justices, veulent que des éléments tangibles soient rassemblés et les gens sont heureux de parler si, in fine, ils pensent qu'il va y avoir justice, mais le journaliste ne peut pas formuler des promesses qu'il ne tiendra point et il est très important, oui, en effet, de faire notre travail pour rendre ces poursuites plus probables. Et ça s'est produit cet été chez moi avec moi en réalité. Les gens m'ont donné des documents russes qui avaient été laissés derrière eux et j'ai dû dire: «Vous devez garder cela et vous ne pouvez pas, me donner ça, vous devez garder ça jusqu'à ce que vous donniez ça au parquet, au procureur, parce qu'on ne peut pas, interrompre les chaînes d'échange» et il est donc important de savoir comment gérer tout cela, c'est tout. Alors moi, je vais réagir maintenant parce que c'est une question qui me tient fort à cœur. Si ici, il y a des journalistes qui veulent s'assurer du fait que, en effet, la chain of custody n'est pas interrompue et qu'ils veulent contribuer, en effet, aux poursuites de crimes de guerre, heu, eh bien, alors, où peuvent, ces journalistes-t-ils trouver des informations pour mieux travailler? Alors moi, j'ai développé des sources, heu j'ai travaillé avec, mes sources de la CPI, tribunaux pour crimes de guerre et autres. Je ne sais pas si d'autres ont d'autres boîtes à outils. Alors, pour la CPI, il faut savoir qu'il y a des ressources qui indiquent quels sont les besoins, lorsqu'on soumet des informations et ce qui est vrai pour la CPI ou tout autre système judiciaire. Parlez aux enquêteurs et comprenez leurs besoins avant de, en effet, commencer à rassembler des éléments de preuve et ceteri et cetera. Car in fine, vous risquez malheureusement, de nuire aux enquêtes, car il faut savoir que lorsqu'on parle de crimes de guerre, les exigences sont très élevées. Alors moi, je pense que ce sujet mériterait un autre échange, une autre conférence du, GIJN. Oui, oui, je pense qu'il faudra que l'on parle toutes et tous de cette thématique. Oui, en effet et le principe de ne pas nuire, do no harm, est également essentiel. Voilà, Émilie, s'il n'y a rien d'autre, alors je pense que nous allons pouvoir boucler la boucle sur ce point. Gavin, en effet, il nous faut plus de webinaires et comme je l'ai dit, ce webinaire s'inscrit dans une série de webinaires organisés par le réseau international, une série sur les crimes de guerre et donc il y aura d'autres webinaires. Et comme je l'ai déjà dit, les ressources seront collectées, rassemblées et partagées avec vous si vous êtes inscrit à cette réunion. Idem pour ce qui est des enregistrements, vous recevrez un petit courriel. Et avant de vous dire au revoir, je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui se sont joints à nous, Alex Villemin, Gavin Ruiz et Lauren Wolf. Merci, merci pour toutes ces informations des plus pratico-pratiques et utiles. Et merci à l'équipe du réseau qui a fait la recherche et qui a rassemblé ces orateurs éminents. Il n'est point aisé d'en trouver de cet acabit. Et merci d'avoir concocté cet événement. Enfin, je vous remercie toutes et tous et vous dis à très bientôt.